Ça y est, on s'éloigne de l'Antarctique et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas encore évité le pire. En fait, on va droit dessus. La pluie est présente, le froid pas encore. On sent que les nouveaux arrivants sont nouveaux. On filtre l'eau pour récupérer les nutriments. Donc pas dans le coin à gauche, hein. Donc on enchaîne. Reprenons où nous en étions. Après nous être approchés à environ 1000 km de l'Antarctique, nous avons fait demi-tour pour repartir vers le nord. Je vous ai pas beaucoup montré quand il faisait moche, mais sachez qu'il fait souvent moche, mais je sors pas trop quand il fait moche. Donc voilà, là il... Sur notre route se trouve l'archipel de Kerguelen. Ce nom vous parle peut-être, car comme Crozet, c'est un archipel qui appartient aux terres australes et antarctiques françaises. Mais il est beaucoup plus grand. Il a été découvert il y a 250 ans, lui aussi, mais par le navigateur Yves-Joseph de Kerguelen de Trémadec. Oui, il était breton. Mais avant d'arriver sur ces îles, il faut que je vous raconte un rituel étrange auquel nous nous livrons. Le tamponnage. Les plus chanceux d'entre vous ont peut-être déjà reçu une lettre postée depuis les terres australes. Alors elles sont assez particulières. Le truc c'est que ces enveloppes, elles sont déposées à Crozet, elles vont voyager, elles vont faire tout le tour des îles australes, vont remonter à La Réunion et de La Réunion elles vont être postées. Mais surtout, elles vont avoir tous les tampons de toutes les personnes à bord, plus les tampons des gens de Crozet. Ça s'appelle la marcophilie. Les gens qui collectionnent les tampons, les tampons encreurs, évidemment. Tout ça est très codifié et demande la participation de tout le monde à bord. Là, il faut laisser ce côté-là libre, parce qu'ils vont mettre la position base à Fredfort en latitude, longitude, et il faut rien mettre autour du timbre, parce qu'il y aura l'oblitération, et les philatélistes, s'ils font ça, c'est pour l'oblitération et la position. Après, il y a les tampons officiels de la mission, donc le premier, hop, Ops Austral, c'est Marie qui commence. Et après, il y a le tampon du navire. Et le très important, c'est poster à bord. Parce que ça permet, parce que les timbres terre australe française, ils sont valables que si on les poste depuis le Marion du Frêne ou depuis les bases. Voilà. Donc pas dans le coin à gauche, hein. Donc on enchaîne. La philatélie a toujours été une activité super importante pour les terres australes et antarctiques françaises. L'achat de timbres, qui sont spécifiques aux terres australes depuis les années 50, rapporte autour d'1 million d'euros au territoire. Et pour les lettres qui transitent par Crozet et Kerguelen, c'est le Marion du Frêne qui assure le transport postal. Comme à Crozet, on est entouré d'oiseaux, mais cette fois pas de manchots pour nous accueillir, et trop de vent pour faire voler le drone. J'ai envie d'aller visiter, j'ai envie d'aller randonner là-bas. Ça a l'air cool, mais il y a trop de vent. On récupère les hivernants sur l'île. Aujourd'hui, nous venons d'arriver à Kerguelen, comme vous pouvez le voir, avec un temps magnifique, un ciel gris douteux à souhait. La pluie est présente, le froid pas encore. On sent que les nouveaux arrivants sont nouveaux. Bienvenue à bord, bienvenue. Avec moi, j'ai Nadège. Nadège, si tu veux bien répondre aux questions. Sur ce, pas le temps de s'attarder. C'est reparti pour les manips scientifiques. Puisqu'on ne sait pas encore ce qui nous attend. Et il y en a une de manip que j'ai plusieurs fois mentionnée, les prélèvements d'eau avec la rosette CTD. CTD pour conductivité, température, profondeur. Depth en anglais. Depth, depth, depth. Pourquoi j'y arrive pas? Depth, depth, depth.
Conductivity Temperature Depth en anglais. Ce sont les paramètres que mesure ce truc en dessous là. Et la rosette, c'est ce système avec des bouteilles qui peuvent être ouvertes ou fermées à la profondeur où on veut prélever de l'eau. À partir de ces bouteilles, l'équipe Oiseau fait tout un tas d'analyses sur l'eau, ce qui demande pas mal d'organisation. Donc j'annonce 5,0 la température à la 12. Neutre, salinité, 232. 8.4 sur la une. 8.4 sur la une. 6.4. 6.4 sur la une. Du coup, j'ai le contenu de 2 bouteilles, donc la 6 où il y a les nutriments dans le petit flacon en plastique, la TCT, donc CO2 total, enfin le CO2, mesure de CO2 dans le flacon en verre. On a la même chose pour la bouteille 7, plus la mesure de salinité dans le flacon 232. Là. Et je pars sur la 8. La chef de cette mission, c'est Claire. Elle fait ses analyses depuis de nombreuses années. Ça fait combien de temps que ça existe, Oiseau ? Depuis 98, donc 24 ans. Ouais. Ce qui lui permet de voir comment l'océan a évolué avec le changement climatique. Nous, on mesure le CO2 total et à partir de méthodes diagnostiques, on va déterminer quelle est la partie anthropique, donc non naturelle de ce CO2, qui ne serait pas dans l'eau si on n'émettait pas autant de CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, c'est la distribution, le stockage du CO2 anthropique en profondeur, entre la surface et 5000 mètres de profondeur, et sur une section au sud de l'Afrique du Sud. Donc on est ici au sud de l'Afrique du Sud et on se dirige vers les côtes antarctiques. Ici, on a 3 sections. Donc la première section a été réalisée en 1996. Le Marion Dufresne était tout jeune, il avait 1 an. C'était une des premières campagnes. Cette section a été répétée en 2008 et de nouveau l'année dernière. Et donc on voit ici que l'essentiel du CO2 anthropique est piégé dans les 1000 premiers mètres de l'océan. Donc ce CO2 va assez rapidement être remis en contact avec l'atmosphère et éventuellement redégazé dans l'atmosphère. On voit ici des eaux profondes où en 96, il n'y avait quasiment pas de CO2 anthropique. Et on voit que ces eaux commencent à se charger de plus en plus en CO2 anthropique. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu d'endroits dans l'océan qui soient encore dépourvus de CO2 anthropique. C'est donc les prélèvements d'eau de la rosette qui permettent d'avoir ce type de données. Mais l'équipe fait aussi des mesures en continu, sur l'eau située juste sous le bateau. Donc c'est un système de pompage qui amène de l'eau en continu dans les laboratoires qui passe dans nos instruments. Et les prélèvements, ils se font automatiquement de ce côté aussi? Ouais. Tout est automatisé. Et c'est tout Claude qui a inventé ça? C'est pas lui qui l'a inventé, c'est lui qui le maintient. Ça a été développé par son prédécesseur. On va dire qu'il l'a amélioré. Claude, c'est lui. Bon, les remplissages se font bien, on continue, donc c'est le principal. Alors il m'a tout expliqué, mais la pompe fait un bruit super désagréable. Ce bruit un petit peu sourd, c'est la pompe, la toute petite pompe qui est juste là cachée, qui fait circuler de l'air dans le circuit de mesure. Donc on a de l'eau de mer qui arrive depuis une pompe qui est à 5 mètres sous la flottaison. C'est la pompe moyen débit qui arrive dans notre débuleur et après c'est distribué sur les différents capteurs et les systèmes de mesure. On a donc la partie mesure P de CO2, pression partielle de CO2 dans l'eau de mer, donc qui est mesurée en continu et donc de manière automatique pendant tout le trajet du bateau. Ce côté-là, c'est donc la mesure de l'alcalinité et du carbone total. S'il y a un tuyau qui se débranche, une anomalie, il faut être présent pour assurer la mesure. Donc on est 3 à se relayer pour faire des quarts de surveillance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute la campagne. L'équipe Oiseau est donc occupée en continu et sur certains points, les 3 équipes scientifiques sont mobilisées, chacune pour des manips différentes. Voilà. Là, je vais rajouter les réactifs oxygène. Et après, il y a un précipité qui se fait à l'intérieur du flacon. Là, je ferme le flacon. Du coup, je fixe le volume réactionnel. Et là, tu vois, c'est un précipité blanc.
Et là, en remuant, il va devenir orange, ce qui va capter tout l'oxygène en fait, qui est dissous dans ce volume de flacon. On filtre l'eau pour récupérer les nutriments. Là, on va faire des mesures de nitrate là-dessus. Et ça correspond à la richesse de l'eau. Même si certains sont plus concentrés sur leur travail que d'autres. Dans cette remontée vers le soleil, on est au top de notre rythme. C'est assez ouf, on est à l'arrêt, alors que la CTD, la rosette, est en train de descendre. Et il n'y a tellement pas de vent, on est dehors, il y a pétole, c'est trop bien. Et pourtant, on n'est même pas encore dans l'océan Indien, on est encore au niveau des 45e. Sauf que... La rosette de prélèvement d'eau n'est pas remontée. Il y a comme ça, il va y avoir des problèmes de capteurs et puis plus aucune communication. Là, on a une tension ici de 1,5 tonne. Et là, ici, tu as 1,2 tonne. Donc ça fait 300-400 kg de différence. Et c'est le poids de la CTD. On a vraiment cru que c'était un problème électronique. Et en fait, non. Le câble est sectionné. Elle est tombée au fond. Alors elle était à 3000 mètres de profondeur, mais en fait le sol il est quand même à 4200 mètres, donc il est un peu allé s'écraser au fond. Donc non, il n'y a pas vraiment moyen de la récupérer, c'est sûr. Et du coup on a continué. Et perdre une CTD, c'est la merde. Ce coup dur, c'est un peu le retour de la poisse dans notre voyage. Du coup, on est tous un peu sonnés, mais bon, on continue notre périple. Les manips se terminent et tout le monde se plonge intensément dans le travail. Et le pire, c'est que la poisse, pour nous, c'est pas fini. On est sur le retour, mais c'est pas fini, alors abonnez-vous. Allez soutenir la création de ces épisodes en allant sur Utip. Abonnez-vous à la chaîne Le Gars qui filme. Et allez faire un tour sur Instagram pour avoir les coulisses. Je vous mets en description toutes les infos sur les gens que j'ai interviewés et sur les projets qui sont à bord du bateau. Et je vous dis au prochain épisode. Il y a un arc-en-ciel. Lever de soleil.